Alors, on va se proposer donc de corriger l'exercice 17 sur le château d'eau. Ça permettra aussi de comprendre un petit peu le principe de ce fameux type de monument urbain qu'on a tous autour de nous et pour lesquels finalement on nous dit simplement c'est la réserve d'eau et puis voilà, on a de l'eau potable à la maison. Alors l'idée c'est de voir comment ça fonctionne un petit peu plus physiquement. Donc on a de l'eau qui est supposée incompressible dans un château d'eau qui va présenter un rayon de 10 mètres. Donc vous pouvez imaginer que voilà, il y a une espèce de cuve cylindrique, hop, avec un rayon de 10 mètres. On est à une altitude de 50 mètres au repos et soumise à pression atmosphérique. Donc on sait déjà que lui, ce château d'eau, il va présenter donc 50 mètres de hauteur. On sait très bien du coup qu'avec ce type de phénomène, on va certainement avoir donc déjà avoir la relation H dans la formule. Puisqu'on m'a donné donc un rayon par rapport à un château d'eau, ça veut dire que finalement, je vais certainement devoir passer par une histoire de surface. Voilà. Et du coup, en fait, je commence à préparer sur mon brouillon, finalement, un petit peu ma résolution, les potentielles questions qu'il pourrait y avoir, et je commence finalement à travailler mes formules en tête. D'où la question de calculer donc la vitesse, puis le débit de l'eau à travers un robinet situé donc à une altitude H0. Donc ici, c'est H égale 0. De section 1 cm². Donc là, effectivement, à la fin, on arrive ici à une sortie S2 qui fait 1 cm². Alors là, il faudra faire attention puisque on nous parle d'une section qui va se trouver en centimètres carrés et juste avant, on nous a donné donc un rayon pour la section de réserve d'eau qui est en mètres. On sous-entend qu'à la sortie, on se trouve donc à la pression atmosphérique P0, donc on se trouve à 1013 hectopascales. Donc ça, après, ça ne change pas trop, c'est vraiment sans aucun problème, puisque de toute façon, on est soumis aussi à pression atmosphérique tout en haut, comme on les allait énoncer, donc à P0. On précise que la variation du niveau d'eau dans le château d'eau est nulle. Donc nous, ce qu'on veut, c'est simplement imaginer que de cette section, alors peu importe la forme entre les deux, puisqu'on sait que ce n'est pas en fonction du chemin, d'accord, des rétrécissements et des étranglements que ça va se jouer, ça se joue uniquement entre la section d'entrée et la section de sortie. Donc nous, ce qu'on veut, c'est calculer la vitesse. Donc par rapport à ça, ce qui viendrait, c'est donc d'utiliser la loi de Bernoulli. Donc cette loi de Bernoulli, elle nous dit effectivement que 1 demi, ρ, alors on va les appeler 1 et 2 en termes de 1 est l'entrée, 2 est la sortie. Ρ V1 carré plus ρ G H1, qui serait l'altitude numéro 1, plus la pression niveau 1 est égal à 1 demi de ρ V2 au carré plus ρ G H2 plus P2. Alors juste pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, effectivement cette relation, elle ressemble au 1 demi de mv carré, ça ressemble finalement à l'énergie cinétique. Et les ρ G H plus P, ça ressemble ça à ce qu'on appelle de l'énergie potentielle. Donc on a bien une conservation, vu qu'on a la somme des deux, ce qu'on appelle donc de l'énergie mécanique. Et comme cette énergie mécanique est censée se conserver par rapport au principe, on a donc cette égalité dans la relation de Bernoulli. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Maintenant, nous, ce qu'on fait, donc, c'est la résolution. Alors on sait que la pression 1 et la pression 2 sont égales, c'est-à-dire qu'ici, P1 et P2 sont de même valeur, donc ça, j'en ai pas besoin, je suis à pression atmosphérique. Au niveau V1, c'est-à-dire que dans le château d'eau, on est sur un état de repos. Ça veut dire que V1 est égal à 0. Donc ce terme-là, mon énergie cinétique numéro 1, elle sera égale à 0. Donc, la seule chose qui va être à prendre en considération, et on va prendre le temps de l'écrire ici, c'est qu'on va avoir ρ G H1, comme ça on enlève les simplifications qu'on a déjà faites, est égal à 1 demi de ρ V2 carré plus ρ G H2. On a ρ en multiplication sur tous les termes. Donc ça, hop, on va pouvoir s'en séparer. GH2, GH1, on va tout rassembler sur le membre de gauche, puisque je voudrais avoir une expression en vitesse. Donc on va avoir G, H1, pas de côté, moins H2. Alors, comme on a G, je le mets tout de suite en facteur. Est égal à 1 demi de la vitesse 2, donc la vitesse de sortie au robinet, au carré. Ici, nous, ce qu'on veut, c'est la vitesse. Donc on va avoir que 2G, H1 moins H2 est égal
à V2. Alors ça serait V2 au carré. Et on sait que comme on veut le V2, il faut passer à la racine. Donc on a V2, c'est la racine carrée de 2 fois G fois la variation de hauteur entre les deux niveaux. Donc le H2 moins H1, pour nous, c'est ce qu'on avait écrit H. Donc on va avoir racine carrée de 2GH. Donc la vitesse de sortie, elle ne dépend uniquement que de 2 fois la gravité fois la hauteur, le tout sur la racine carrée. En application numérique, on obtient un V2 qui vaut 31,32 mètres seconde moins 1. Plutôt une belle vitesse. La suite de la question demandait donc de calculer le débit. Donc maintenant, si on s'intéresse au débit, il ne faut pas oublier que la relation du débit volumique, c'est donc la vitesse que multiplie la section à travers laquelle passent mes particules de fluide. On a déjà donc la vitesse au point 2. Donc nous, on veut le débit de l'eau à travers un robinet. Et donc ce robinet, il serait donc de section de 1 cm². Donc la sortie S2, c'est pi r carré. Donc pi que multiplie ce rayon de 1 cm², il faut le convertir en mètres. Alors il ne faudra pas oublier de mètres au carré. Donc on a donc 10 moins 4 au carré. Donc, lorsqu'on va calculer notre débit de sortie, notre débit volumique, on va prendre donc V2 que multiplie pi r carré. Et moyennant donc l'application numérique, on va trouver que le débit volumique aura donc comme valeur donc 9,84 10 puissance moins 5. Donc on est sur le débit volumique. Donc on va s'exprimer avec donc des mètres cubes, des secondes, correctement écrit. Donc mètres cubes, seconde moins 1. Alors s'il y en a qui veulent faire un petit peu une équivalence, ce que ça donnerait en litres par seconde. Donc les mètres cubes, on a besoin donc de 1000. Et bien en fait, on se trouve donc à 9,84 10 puissance moins 2 litres par seconde. Alors, on va proposer une correction de l'exercice 28 sur la clepsydre. Alors, pour savoir ce que c'est un petit peu qu'une clepsydre, c'est un moyen antique de créer une horloge. C'est-à-dire que ce sont des vases qui vont communiquer, où en fait un vase va s'écouler. On va symboliser le vase par un cylindre. Donc ce vase, il est percé, donc il contient une certaine section S, une petite section petit s à la sortie. Il est rempli d'eau, et lorsqu'en fait on va voir l'écoulement qui se déverse dans l'autre clepsydre, l'écoulement du cylindre, ça correspond à une base de temps. Donc en fait, à chaque fois qu'on a vidé une clepsydre, on estime qu'il s'est passé un certain temps, qu'on va essayer à peu près d'estimer via l'exercice. Donc notre question ici, c'est de réaliser le schéma du système. Bah, super, en faisant le brouillon, on l'a fait. Exprimer le débit volumique à travers le trou. Donc le débit volumique dV, on sait qu'on a Vs en termes de formule, et on sait aussi qu'on a dV qui est égal à la variation du volume par rapport au temps. Voilà, ça ce sont les deux choses. Comme on est sur un cylindre, on sait aussi que notre volume, c'est la hauteur fois la section. Et donc en fonction de dH de T, donc qui correspondrait finalement à la variation de hauteur du liquide, qui va évoluer par rapport au temps, en utilisant la formule du débit volumique dV sur dt. Donc en partant de ça, il faut mettre ça à l'intérieur. Donc on va faire une injection de formules, en fait on va les embriquer l'une dans l'autre, pour avoir que dV, ce sera donc la variation par rapport au temps de hs. Alors on sait qu'il n'y a que la hauteur qui va changer par rapport au temps, que la section est donc constante, elle sort du terme dérivé. On va donc avoir s, dérivé de h de t, par rapport au temps. Et hop, ça. On a fini le premier. C'est plutôt sympa. Donc ensuite, question numéro 2, ça c'est la première. Écrire la relation de Bernoulli. Donc on s'applique très simplement donc entre niveau 1 et niveau 2. Donc ρ fois V1 carré plus ρ GH1 plus P1
est égal à 1 demi de ρ V2 au carré plus ρ GH2 plus P2. Alors, je considère qu'imaginer que je passe du niveau 1 au niveau 2 pour ma relation de Bernoulli simplement. On supposera que l'écoulement est stationnaire. Donc, stationnaire, ça signifie aussi qu'on a donc un débit volumique constant par rapport à V fois S. On va déduire une relation entre dH de t, les sections grand S, petit s, h de t et g. Donc, par rapport au débit stationnaire, on sait qu'on va pouvoir donc écrire par exemple que V1 de grande section S est égal à V2 de petite section petit s. Donc, il y aura une relation donc de proportionnalité entre les deux, où la vitesse de sortie, c'est plutôt elle qui va nous intéresser par la suite, c'est la vitesse V1 fois grand S divisé par petit s. Ensuite, en travaillant sur la relation de Bernoulli, on a autre chose. On a donc deux pressions égales, puisqu'on est tous les deux à l'air libre, donc les deux pressions vont s'annuler. Donc ça, on sait que ça passe à la trappe. Comme on a ρ en facteur des 4 termes qui nous restent, on va pouvoir le simplifier. Donc on va avoir cette écriture qui va donc donner un demi fois vitesse au point 1 plus g h de 1 égale V2 au carré plus G H2. Alors, ce qu'on avait appelé 2 et 1, mais du coup, finalement, lorsqu'on prend la hauteur H de t, c'est donc lorsqu'on va passer donc de H1 moins H2. Donc maintenant, vu qu'on a tous les termes et qu'on a donc toutes les expressions, eh bien, on va pouvoir calculer justement cette fameuse relation qui est demandée. Alors, par rapport au débit volumique, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'avec donc les sections et donc les expressions de dH de t, on va donc arriver à quelque chose qui va ressembler à ce qu'on a fait précédemment dans les autres exercices. Oups, j'ai oublié le 1,5 ici, qui ne devait pas disparaître. Donc, moyennant tout ça, on a donc 1,5, avoir donc c'est V2 carré moins V1 carré, qui est égal à GH1 moins H2. On sait qu'on peut donc mettre en facteur certaines choses, puisqu'on a donc le V1, donc V2 sera donc V1 carré, S carré, petit s carré. Donc on va obtenir du V1 carré, 1 moins grand S, petit s. Ça, faut pas oublier de le mettre au carré. Voilà, hop. G et H de t. Maintenant, on a vu aussi que cette vitesse, nous, précédemment, on était capable de l'exprimer en fonction de dH de t dt. Donc, partant de ça, ça veut dire que ma vitesse V1, c'est 1 moins S petit s carré, c'est égal à 2G H de t. Et donc, maintenant qu'on va donc tout réinjecter par rapport à dH de t, ça veut dire que ça, c'est dH de t au carré, qui multiplie 1 moins grand S petit s carré de G H de t. Donc on a une relation entre les différentes sections, la gravité, le terme de dérivée, donc c'est-à-dire de variation de hauteur par rapport au temps, et la hauteur qui évolue par rapport au temps elle-même. Exprimons ensuite donc la durée nécessaire pour que la clepsydre se vide complètement. On pourra donc chercher donc le H de t qui sera sous la forme, donc là c'est vraiment un exercice vraiment basé sur des mathématiques, mais surtout qui va faire écho à ce qu'on a déjà présenté sur les condensateurs, sur la radioactivité, bref, tout le système avec les équations différentielles, hein, même en mécanique. On va donc avoir tout ce système-là. On va avoir donc A fois T plus B au carré à rechercher. Donc si on calcule notre dérivée de H de T, donc il faut dériver ce terme-là. Donc le 2 que multiplie. Donc ça fait une dérivée donc, de U carré, ça fait donc 2U' fois U. Donc on va donc faire le dérivé de ce qui est dans la parenthèse. Donc il reste que le terme A. Que multiplie ensuite donc A de T plus B. Et on perd la puissance 2 puisqu'on ça fait du 2 moins 1 à cause de la dérivée.
Maintenant qu'on a là donc la dérivée, on a l'expression de h. Donc tout ça, on le réinjecte dans l'équation qu'on a établie. Donc on va obtenir, attention, il ne faudra pas oublier de le mettre au carré. D'accord? Donc dh de t au carré, c'est tout ce terme-là de multiplication qui se met au carré. Donc on va essayer de gagner du temps. On va avoir a carré fois 4 que multiplie at plus b carré, que multiplie 1 moins grand S petit s au carré, 2 fois g fois, alors h de t, son expression elle est ici, a de t plus b carré. Il ne faut pas avoir peur des expressions qui soient relativement longues et grosses en mathématiques, hein, puisqu'en finalement, on va s'apercevoir ici qu'on n'a que des termes de multiplication, avec le même terme ici qui va donc permettre de se simplifier à gauche et à droite. Donc on va avoir 4 a carré, que multiplie 1 moins grand S petit s, ici, parce que le carré il n'est pas là. On va avoir 2 fois g, et donc la valeur de petit a, donc ici il me reste 2, je simplifie avec le 2, je vais donc avoir 1 demi de g, divisé par 1 moins, ça serait mieux que ça soit visible, grand S petit s, au carré. Comme j'étais a au carré, tout ça, ça passe à la racine. Ça nous fait déjà une belle expression de a. Si on en fait donc l'application numérique, on va obtenir que petit a est égal, donc on obtient a qui est égal à 2,21. On peut chercher le terme b. Alors comme on faisait dans les équations au préalable, pour le terme b, on se place à t égale 0, puisque moyennant donc l'expression de h de t, donc à h0, on sait qu'on se trouve à la hauteur, donc niveau h1, donc celle qui se trouve finalement à 1 mètre. Si on remplace 0 dans l'expression a fois 0, 0, donc il ne reste que b au carré, ce qui amène que b est égal à la valeur de 1. Et donc on se retrouve avec l'expression donc de h de t, effectivement, qui vaut 2,21 approximativement, fois t plus 1 au carré. Et cette nouvelle expression va nous permettre, elle, donc de déterminer le temps d'écoulement nécessaire pour vider la clepsydre. Alors puisqu'on veut donc la vider totalement, hop, on va essayer de faire ça à peu près correctement. Nous, ce qu'on voudrait, c'est donc aboutir à une hauteur à la fin qui fasse 0. Donc, si elle est vide, ça veut dire que la hauteur h aboutie à la fin vaut 0. Donc, la seule possibilité, c'est que 2,21 fois t plus 1 au carré, ça fasse 0. Donc, le 2,21 fois t plus 1 vaut 0. Donc, t, on est à moins 1 divisé par 2,21. Donc, moins 1 divisé par 2,21. On se trouve donc avec un temps. Alors, il y a une valeur négative. Ça, c'est relatif par rapport au calcul. On est à 0,45. Hop. Le temps donné en secondes. Soit un équivalent de 27. Ouais, ça doit faire du 27 millisecondes. On se dit que la clepsydre maintenant elle est de forme donc différente pour laquelle la variation de hauteur est constante et que donc dH de t sera égal à moins alpha. La question 4. Donc comme on a une constante qui est positive, déterminer la relation entre la surface S et la hauteur h qui vérifie la condition. Donc dV est égal à V fois S. On sait que c'était la variation de hauteur par rapport au temps fois S. Et puis on se retrouve finalement à voir que c'est moins alpha, donc maintenant ça sera moins alpha fois S égale constante. Exprimer alors donc la durée pour vider la clepsydre. Alors du coup on reprend l'expression précédente, donc celle qu'on avait fait à la question 2, donc celle qui est exprimée en dH de t carré multiplié par 1 moins S petit s carré de GH de t. Si on injecte ça directement, on va donc avoir moins alpha, qui multiplie 1 moins la variation des sections
entre elles de G et du coup la variation de H. Ça veut aussi dire que si notre variation dH de t est égale à moins alpha en constante positive, eh bien ça veut dire que le dH de t, par intégration, si on fait la primitive de dH de t dt, je vais faire la primitive de moins alpha dt, donc h qui évolue en fonction du temps, c'est moins alpha t plus une constante h0. Comme on s'est présenté donc nous à t égale 0 d'une hauteur h0, donc c'est-à-dire que h de t, ce sera donc moins, une hauteur de 1 mètre, pardon, moins alpha t plus 1. Donc on a alpha, on a le h qui est ici, h de t, maintenant ça sera donc moins alpha 1 moins s sur petit s carré de g. On se bat toujours avec le signe négatif comme on a trouvé tout à l'heure par rapport au temps. Moyennant donc l'expression qu'on a donnée juste avant, c'est-à-dire qu'on sait que c'est une variation par rapport au temps, donc proportionnelle, linéaire. On a donc moins alpha de t plus 1 est égal à moins alpha 1 moins s carré sur 2g. Et donc le temps nécessaire pour vider la clepsydre, donc moins 1 passe de l'autre côté, donc on va avoir moins 1 moins alpha 1 s petit s carré sur 2g. Ça, ce terme-là, on va se le garder ensemble. Il y aura moins alpha après la division, hop, fois moins 1 sur alpha. Et ça permettra de trouver le temps d'écoulement donc de toute l'espèce de l'eau qui est à l'intérieur de la clepsydre.